Nicole et Nicolas Rolland. Bonjour et bienvenue à On n'est pas du monde. On est très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Vous êtes propriétaire de la ferme Nicolas Rolland, hein, du même nom, qui se spécialise dans la production laitière depuis 1996. C'est basé à Hérouville, en Mauricie. Ouais. C'est vrai, tout ce que je raconte, là, je dis pas de niaiserie à date. J'ai une question toute simple pour commencer. Comment vous avez fait pour vous libérer là, pour venir en studio aujourd'hui? C'est quand même étonnant. C'est une grande question. C'est que maintenant, là, on vieillit quand même, puis on a des enfants. Là. Donc, nos jeunes nous remplacent quand on n'est pas là. Oui. Vous leur faites confiance, sont très bons. Hein? Full confiance, oui, il n'y a pas de souci. Oui. Alors, vous avez 4 enfants qui sont déjà des jeunes adultes. Oui, Aubin, il a 26 ans. Emma, 24, James, 22 et Levi, 20. OK. Donc, et là, il y en a 2 là, présentement qui sont en train de s'occuper des vaches. Combien de têtes vous avez à la ferme? En tout, à peu près 160 avec la relève, là, avec les veaux et les taures. Là, ouais. Mais on traite en général de 70 à 80 vaches. Okay. C'est considéré comme une grosse ferme, ça, laitière? Alors, on a été longtemps... nous, on n'a pas rebougé au niveau de la production, c'est pareil. On a été longtemps dans la moyenne au Québec. Okay. Et là, maintenant, on est plutôt pour les toutes petites fermes, mais pas loin. Okay. Parce que dans les dernières années... c'est un fait, là. Il y a eu beaucoup d'intégration. Il y a plusieurs fermes qui se sont fait avaler, dévorer par des plus grosses fermes. Le nombre de fermes au Québec est en chute libre. On aura des données là-dessus, à moins que tu en aies sous la main déjà. Écoute, justement, je me disais, voyons, ça se peut-tu? De 1996 à 2016. Donc, 96, c'est l'année où vous êtes lancé. Il y a 7000 fermes qui ont disparu du paysage québécois. Ouais. 7000. C'est en plein ça. Ça, c'est des familles, là. C'est pas juste des bâtisses, là. C'est des familles. Oui. Pour la plupart, c'est des fermes. Il y en a qui ont carrément disparu. Il y en a d'autres qui ont été intégrés à d'autres entreprises voisines. Voilà. Alors, la production est restée pas mal la même. On fait autant de lait au Québec. On fait autant de blé, autant de soya, autant de lait. Ouais. Mais sauf que les unités grossissent. Parce que tu en as 2, 3 qui arrêtent, tu en as un qui englobe tout ça. Vous avez des offres, des fois, des gens qui vous offrent de vous racheter? Non. Moi, il n'y a personne qui m'a jamais proposé d'acheter parce qu'ils savent que de toute façon, nous, on ne veut pas vendre. On est là pour rester. Et puis, moi, j'ai racheté des terres, mais je n'ai pas racheté de terres. Disons que ce n'est pas d'une ferme qui arrêtait, c'est des terres qui étaient déjà arrêtées et ça fait très longtemps. Là. Donc, c'est comme si plutôt que d'avoir plein de petits kiosques à légumes au Québec, on était avec moins de kiosques à légumes et plus de Walmart un peu partout. Voilà. C'est en train de grossir. Donc, il y a très de moins en moins de fermes, mais les fermes qui restent, qui subsistent, qui survivent, produisent, mettons, 1 ou 2 produits. Au lieu qu'avant, dans les fermes d'antan, tu avais plein de produits dans chaque ferme qui étaient plus de dimension humaine, je dirais. Voilà, maintenant, c'est spécialisé. Tout le monde fait de la soit tu fais du porc, soit tu fais du lait, soit tu fais du poulet. C'est un système qui a comme commencé. Là. Pour être capable de produire beaucoup. Parce que c'est de l'agriculture commerciale ou industrielle, on peut l'appeler comme on veut. Là, c'est plus tellement de l'agriculture vivrière. C'est pas de l'agriculture familiale en général. Vivrière? Oui. Ça veut dire quoi, ça? C'était l'ancienne agriculture, c'est l'agriculture pour vivre. Chaque famille vivait de son agriculture. C'était l'agriculture vivrière. Qu'est-ce qui fait que vous êtes lancé dans cette aventure-là? Peut-être, Nicole, est-ce que vous venez de milieu agricole? Oui, chez moi aux États-Unis, on avait une ferme de boucherie. Mon papa, il avait des bêtes à bœuf. Et puis, on avait des chevaux aussi. Oui, c'était de la viande, les vaches Angus qu'on avait. OK. Oui. C'est ça. Puis, il faisait des cochons aussi. Puis, on avait des poules. Puis, on avait des oies. On avait toutes sortes... en fait, on avait toutes sortes de choses. Donc, pour vous, c'était tout naturel de poursuivre dans cette voie-là? Oui, bien, je connaissais pas les vaches laitières avant de rencontrer Nicolas. Mais c'est sûr que, tu sais, c'est une ferme pareille, là. Puis, c'est des animaux pareils. Donc... Mais vous en faites un peu de viande quand même à la ferme? Oui, chez nous, on fait de la viande. Pour vos besoins à vous? Oui, c'est moi qui voulais absolument qu'on ait des vaches Angus sur la ferme parce qu'au début, on engraissait une tare laitière, une tare, une Holstein, mais la viande est moins bonne, c'est plus maigre et puis tout ça. Puis là, j'ai dit non,
mon papa, il avait des vaches Angus. Moi, je veux une vache Angus aussi, là. Puis c'est ça. Une tare, c'est une femelle qui enfante pas, c'est ça? Voilà, une tare, c'est une femelle, mais une jeune, pour la relève du troupeau. Ah, c'est ça. Voilà. Okay. Nicolas, vous venez d'un milieu agricole aussi? Oui, moi, on avait notre ferme en Franche-Comté, en France. Et puis, c'est mon frère a repris la ferme chez nous, la ferme de mon père. Ouais. Donc, c'est toujours en activité. Laitière aussi? Oui, ferme laitière aussi. Alors, vous connaissiez ça avant de vous établir ici? Ah oui, moi, je suis né là-dedans. J'ai toujours fait que ça. Oui. On a plusieurs idées préconçues là, sur la vie sur la ferme, comme quoi les agriculteurs se lèvent très tôt, se couchent tard, font des grosses journées. Ça ressemble à quoi une journée sur la ferme Nicolas Rolland? Là? Vous faites combien d'heures sur la ferme? Oui, quand même. C'est des grosses journées. Il peut y avoir des journées plus calmes. Une journée où il pleut, tu peux te reposer parce que tu es un peu ton propre boss. Hein. Si tu veux dormir 2 heures l'après-midi, tu peux. Hein. Sauf qu'il y a des fois, comme l'été surtout, pendant les semences, pendant les foins et les récoltes, il y a des fois, ça va être on peut le dire, là, c'est des 3 semaines, 1 mois complet de 5h30 du matin à 10h du soir, non-stop à la course. C'est ça, parce que vous cultivez le foin pour nourrir les vaches. Voilà. Donc, il y a des fois, il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de dimanche, il n'y a rien. Là, c'est à la course, selon les années, selon la météo. Il y a des années où on a plus de temps pour faire les travaux. Là, ça va être moins fou. Mm-hmm. Mais il y a des années où vraiment c'est fou. Puis en général, dans des semaines de 80 à 100 heures par semaine, c'est quand même fréquent. Ah ouais? Oui. Vous êtes fatigué de ça? Non, mais c'est un peu une habitude aussi. On est habitué là-dedans. On ne va pas au gym, nous. On n'a pas, c'est pas la peine. Mais non, c'est ça. Jamais, non, je ne suis jamais allé là. Ça ne donne rien. Nicole, c'est pas à cause... C'est pas parce qu'on fait 80 heures par semaine qu'on vit pas des moments de famille pareils. Parce que quand les enfants étaient petits, par exemple, là, on allait souvent amener le lunch au champ. Et donc, on faisait un pique-nique avec Nicolas au champ. Et puis, même James, son anniversaire, c'est dans le mois de juillet, ça tombait toujours en plein milieu des foins. Donc, on amenait carrément le gâteau de fête dans le champ. Puis, on fêtait son anniversaire dans le champ. On amenait des ballons de soccer. Puis, on jouait. Puis, on prenait un moment... on a passé des beaux moments. À travers tout ce travail-là, on prenait une demi-heure pour... on arrêtait tout, puis... Donc, on a quand même passé des beaux moments avec les enfants. Chaque enfant faisait un tour de tracteur aussi. Après le dîner, tout le monde faisait leur tour de tracteur. Puis on jouait au soccer en attendant que tout le monde a fait leur tour. Mais c'est certain que la vie doit être différente quand notre lieu de travail, c'est aussi là où on vit. Et voilà. On n'a pas à sortir de chez soi, etc. Puis moi, par exemple, je suis toujours souvent revenu souper vers ma femme et mes enfants. Donc, on était tous proches les uns des autres. Vous ne faites pas 2 heures dans le trafic par jour. Voilà. C'est ça. D'ailleurs, moi aussi, quand je vois ça à Montréal, là, ces gens dans le trafic, ça m'épouvante bien raide. Je me demande comment ils font. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ils font. Ils se le demandent aussi, je pense bien. Oui, donc c'est ça, parce que aussi, c'est un métier où c'est une passion. Hein? Ouais. Donc, on n'y va pas, je dirais, à reculons. Là. On est content d'aller traire nos vaches. On est content d'aller faire du foin. C'est un métier où... C'est pour ça aussi qu'on ne calcule pas nos heures. Ouais. C'est qu'on est toujours heureux dans notre truc, puis on emmène nos enfants avec nous, notre monde avec nous, puis la vie se fait avec la ferme. Vous avez pris une décision il y a pas si longtemps de ça. Vous parliez du foin tantôt. C'est pas tous les agriculteurs, tous les producteurs laitiers qui nourrissent leurs vaches au foin autant que vous. La plupart du temps, en tout cas dans les fermes de votre taille et plus grosses, c'est beaucoup de la moulée qui est utilisée pour nourrir les vaches. Expliquez-nous le virage que vous avez pris. Peut-être, Nicole, qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques années là, pour faire ce virage-là? Bien, d'abord, on a commencé par devenir biologique, donc une ferme bio. Ça faisait une couple de fois qu'on voulait le faire dans le passé, mais quand on regardait, on contactait les groupes pour savoir comment devenir biologique. C'était compliqué, il y avait beaucoup de paperasse. C'est complexe. Oui, c'est vraiment complexe et on s'est dit, oh non, pas tout de suite. Mais on a toujours quand même fait un peu de style bio, pareil. Sans pour autant avoir la certification. Oui, c'est ça, on n'avait juste pas la certification. Puis Aubin, quand il a terminé ses études, il a voulu devenir biologique. Donc on a dit, on est d'accord, envoie fort, mais c'est toi qui vas faire la paperasse là-dedans. Donc ça a commencé avec la ferme bio.
Et par la suite, il a décidé qu'il voulait trouver un moyen pour avoir plus de temps, avoir les vaches plus en santé, gagner quand même les sous pareils. Donc, essayer de mettre tout ça ensemble. Là, puis, il a décidé de faire la monotraite. Qu'est-ce que c'est, ça, Nicolas? Je vais laisser Nicolas expliquer ça. Alors, c'est ça, là, on en arrive à la monotraite parce qu'on a un troupeau de vaches qui est 0 moulé. On ne donne plus de moulé, de supplément ou de maïs. Donc, on est... Alors, tout ce qu'ils mangent, c'est le foin qu'il y a par terre ou celui que vous leur donnez l'hiver? C'est de l'herbe en été et du foin en hiver. C'est tout. C'est tout. Elles sont juste au foin. Donc, on donne des minéraux, ce qui est phosphore, calcium, sel, évidemment pour la santé du troupeau. Et donc, ça fait que nos vaches, on peut se permettre de traire qu'une fois par jour. Parce que si on traite 2 fois, on épuise la vache. Parce qu'elle n'a pas toute cette énergie, ces protéines qui viennent d'ailleurs. Donc, vu qu'elle mange que du foin et de l'herbe, quand on traite qu'une fois, on ne pompe pas sur son système biologique. On ne la détruit pas, la vache, mais on a des vaches en très bonne santé. Et depuis qu'on traite qu'une fois par jour, ça va très bien. C'est ce qui s'appelle la monotraite, qui est beaucoup faite en Nouvelle-Zélande d'ailleurs. Ah oui? La monotraite, dans les gros troupeaux en Nouvelle-Zélande, c'est beaucoup dans les troupeaux qui vont très loin pour manger. Et nous, c'est ça, vu qu'on est parti à laisser nos vaches aller manger loin, c'est beaucoup d'ouvrage de les ramener vers la grange pour traire. Donc, en trayant qu'une fois par jour, on n'épuise pas la vache avec le voyageage. Elle a le temps de manger, et c'est qu'une fois par jour qu'on la traite, on ne l'épuise pas. Vous les ramenez comment? On les ramène à pied, on va à pied chercher nos vaches. Alors, il est possible d'avoir... Il y en a qui vont avec un chien, dans des cas comme nous, là. Nous, on en a trouvé un. Il serait très, très bien allé aux vaches, mais il était très dangereux. On était obligé de le liquider, il mordait très bien. Donc, c'est pas la règle générale, la monotraite. C'est ça que je comprends, c'est qu'en général, maintenant, dans les fermes, on traite 2 fois par jour les vaches. Ou 3 fois par jour. Ah oui? Il y en a qui se sont mis à traire 3 fois. Pour produire plus, pour justement aller contre ce problème économique qu'on ne gagne plus assez. Le monde, ils se disent qu'en trayant 3 fois, ils vont aller chercher plus de lait. Parce que la vache, plus tu la traites, plus elle donne du lait. Mais plus elle mange. Ça va l'un avec l'autre. Donc, elle mange, mais aussi, j'imagine que c'est ça, vous parliez de la santé de la vache à long terme. Vous êtes gagnant. Vous avez vu une différence sur la santé du troupeau? Alors, nous, oui, parce que moi, ça fait déjà plusieurs années que j'avais diminué la moulée et qu'on boostait moins les vaches, là. Ouais. Puis nous, on a des vaches qui ont 10 ans, 14 ans, 12 ans. Oui, on a beaucoup de vieilles vaches. Des belles petites vieilles, là, ouais. Ah ouais, on a des vieilles vaches dans notre troupeau parce qu'elles ne sont pas maganées. Donc, qu'il y a beaucoup de troupeaux aujourd'hui que des vaches arrivées à 4 ans. Sont épuisées. 3-4 ans de moyenne. Et là. Parce que les plus vieilles ont 5-6 ans, là. Ouais. Mais incroyable. Produire du lait biologique, est-ce que ça implique la monotraite? Pas nécessairement. Non. Mais est-ce que ça implique le foin uniquement? Non. Ce qui rentre dans le biologique, ce que tu dois amener à tes animaux, c'est foin ou herbe bio, donc il n'y a pas eu d'engrais chimiques dessus, il n'y a eu que du fumier. Pour engraisser les champs, que fumier, interdit engrais chimiques. Et l'autre affaire, c'est que si tu achètes des aliments, il faut acheter des aliments certifiés bio. Donc tu peux acheter un maïs bio. Tu peux acheter des suppléments bio, des soya bio pour soigner tes vaches. Alors le coût est cher dans le bio, là, si tu achètes... mais c'est ça. Et il faut aussi ne pas... on est limité dans le soignage des animaux. Antibiotiques, sont malades. C'est ça. Donc, on peut donner des antibiotiques, mais après, le retrait sur le lait et la viande est beaucoup plus long que pour une ferme traditionnelle, si on veut, ou conventionnelle. Donc, si on boit du lait bio, par exemple, celui naturel, peut-être c'est le vôtre. Oui, si tu veux boire du bio, oui. Non, mais je veux dire, c'est peut-être votre lait qu'on boit. Si on achète le lait alors, biologique. Alors, tu ne sauras pas si c'est le nôtre parce que souvent, c'est un camion qui va ramasser. C'est pourquoi je dis peut-être. Ça se peut qu'il y ait du lait à vous là-dedans. Ça se peut qu'il y ait du lait à nous là-dedans. Oui. Ben, c'est assez intéressant parce que vous allez carrément à contre-courant de la tendance qui est à grossir pour couvrir les frais, s'endetter un peu plus, acheter plus de machinerie. Vous êtes presque dans une logique de décroissance. Là, je sais que le mot n'est pas toujours accepté, mais vous avez décidé de ralentir un peu le rythme pour, en bout de ligne, avoir une productivité comparable. Oui. C'est ça, j'ai bien compris. Parce que, si tu veux, si on parle en termes de production, moi, par exemple, avant, quand j'étais plus conventionnel,
là, mes vaches produisaient de 7000 à 8000 kilos de lait par année, par vache. Et là, aujourd'hui, mes vaches font 4005 par année. Ils font la moitié. Et j'ai pas de cachette à vous dire que financièrement, ça va aussi bien. Oui. Parce que vous avez moins de dépenses. Comment ça se fait? Parce que le lait qu'elles produisent, je suis mieux payé au litre de lait parce qu'il y a plus de gras. Avant, on faisait, par exemple, 4 de gras au litre de lait. Maintenant, on est proche 5. On est à 4,8, 4,9. Donc, mon lait est déjà mieux payé. Et ensuite, j'ai pas les factures. On fait un lait avec ce qu'on a sur la ferme, avec l'herbe et le foin que j'ai. Je fais pas un lait avec du stock que j'achète. Donc, mes vaches sont pas malades. J'ai quasiment pas de frais de vétérinaire. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Oui, comme tu me racontais quand je t'ai interviewé là, pour l'article sur les fermes laitières, les fermes familiales, tu m'expliquais que justement, tu n'achetais pas la moulée de la coop, puis tu n'achetais pas tout ça, ce qui faisait en sorte que tu rentrais dans ton argent, ce qui n'était pas le cas des autres fermiers autour. Voilà, parce que c'est assez spécial. Il y a une espèce de... Si tu veux, entre agriculteurs, là, on ne va pas se le cacher, il faut que tu puisses dire à ton voisin que moi, mes vaches, elles font 10 000 kilos de lait par vache. Tu comprends? Il y a une espèce de fierté. De gloriole, de frime, appelle ça comme tu veux. La compétition. Oui, une compétition. Et puis ça amène à de la misère, ça. C'est comme si, je te dis, moi j'ai acheté un tracteur de 120 forces, là, puis toi demain tu vas en acheter un de 140. C'est une espèce de compétition, mais qui n'a pas de bon sens, là. Prends un crayon puis calcule, là, parce que ça vaut la peine. Parce que tu dis, si l'autre a des meilleurs équipements que moi, il va produire davantage, puis moi je vais traîner de la pâte derrière. Ouais. Sauf qu'il a peut-être des meilleurs équipements, mais pour tout de suite, dans ce qu'on produit, ça ne paye pas. Alors, reste avec tes vieux équipements. Tu comprends? Mais quand vous avez commencé en 96, est-ce que vous pensiez aller vers là déjà? Ou pas du tout? Nicole. Non. Nicole. Pas en tout. Non, je dirais que quand on a commencé, on avait des idées un peu plus... on voulait avoir plus de vaches, puis grossir notre ferme parce qu'on voulait on voulait avoir une famille et puis on espérait que nos enfants allaient reprendre. Donc, on pensait avoir une ferme plus grande pour pouvoir mettre les enfants sur la ferme plus tard. On voulait suivre le mouvement. C'est ça. Mais à un moment donné, on a décidé que c'était pas pour nous de grossir la ferme. On aimait mieux avoir une ferme familiale parce qu'on voulait avoir le temps avec nos enfants sur la ferme. Donc, on a regardé plus... de rester plus petit. Parce que quand on a commencé, on était dans les fermes moyennes, puis on était même, dans les fermes moyennes plus grandes. Mais au fur et à mesure des années, maintenant, on est considéré une petite ferme parce que nous, on n'a pas changé, en fait. Incroyable. Donc, ce que vous dites, c'est que ça a une influence aussi sur votre vie de famille. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Ah oui. Oui, puis on a toujours voulu avoir, comme les enfants, on a eu des chevaux, on a eu des chèvres, on a eu toutes sortes d'animaux pour que les enfants, ils aiment la ferme, puis qu'ils viennent à la ferme, puis que ce soit une ferme familiale. Donc, on a changé la vision. À un moment donné, c'est un vrai zoo, la ferme. Des lapins, des poules, des chèvres. Mais c'est ça aussi qui fait le fun pour les animaux, parce que si tu veux, s'il n'y a pas tout ça, les enfants, ça leur permet de soigner le mouton ou la chèvre, puis de s'amuser par là. Si j'avais voulu, admettons, traire 200 vaches, puis... les gamins, tu les traînes avec toi à l'étable, ils ont 5 à 10 ans, là, puis allez, go, là, on en traite 300, puis ouvre la salle de traite, et puis il faut que ça roule. Et puis le gamin, là, quand il va arriver à 15-16 ans, il va dire le père, là, c'est bien beau ton truc, là, mais moi, je veux plus y aller. Ça ne marchera plus. Est-ce que vous trayez à la main? Non. Il y a c'est ça, vous avez ferme qui traille à la main, là. C'est tout mécanisé, là. Oui, parce qu'on n'en sort pas, là, j'imagine, à 160 vaches. Oui. Les enfants, est-ce qu'ils suivent? Est-ce qu'ils reprennent la ferme? Oui. On en a 2 qui veulent reprendre avec moi, là, puis qui vont racheter ça, là, ces années-ci, là. Oui. Nicole et Nicolas Rolland, vous en parlez, vous en avez parlé à Brigitte là, aussi dans l'article. Votre vie de foi, comment ça s'intègre à la vie de la ferme? Est-ce que on voit beaucoup de détresse chez les agriculteurs, par exemple. Hein? C'est un sujet qui est de moins en moins tabou, là, même si il reste beaucoup de chemin à faire de ce côté-là. Des problèmes de détresse psychologique. Est-ce que vous sentez que ça vous aide? C'est un soutien pour vous d'avoir la foi dans ce contexte-là?
Peut-être Nicole, ouais. Oui, c'est sûr que oui. Mais nous, sur la ferme, notre foi, on a toujours vécu en simplicité. On a toujours fait les prières le midi, avant les repas. On a toujours fait les prières le soir avec les enfants. Donc, tu sais, on a toujours prié. On a toujours demandé à Dieu de nous aider dans tout ce qu'on fait. Donc, oui, je pense que c'est un soutien quand même. Ça nous a aidé beaucoup. Parce qu'on a toujours prié, c'est ça. Moi, j'ai toujours été croyant, de toute façon. Toujours fait ma prière le soir en m'endormant, là. Puis, je pense que c'est comme ça fait partie de ma vie, ça. Oui, on se pose pas trop de questions là-dessus. Là. On se dit, ben écoute, si Dieu veut qu'on continue, ben ça va fonctionner. Je sais pas, c'est pas... On parle de la foi. La foi, à mon avis, c'est une confiance. Donc, moi, j'ai toujours eu confiance en Dieu. Ouais. Moi, je le vois comme le créateur, donc c'est le plus puissant. Puis nous, sur la Terre, on est tout petit, on est minuscule. Alors, on a tous besoin, un jour ou l'autre, des autres. Et Dieu, c'est pareil. Un jour ou l'autre, t'en as besoin. Donc, t'es mieux de pas trop t'en éloigner. Amen. Merci beaucoup de votre témoignage. On va poursuivre la discussion avec Brigitte et James dans les prochaines minutes. Et c'était vraiment passionnant de vous entendre parler de votre passion à vous. Merci Nicole, merci Nicolas. Merci.